Descartes, il est sympa, mais il dit que des conneries. Non, mais c'est quoi le plan là, franchement, Janco? Il y a tous tes chiffres là-dessus, il y a tout le truc. Qu'est-ce que tu vas me dire de plus en fait? Jean-Corentin Poisson, c'est pas un nom à la con pour réussir franchement. L'enfer de cette question. Oh là là, elle m'angoisse à chaque fois. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de La Bulle Rhétorique, le podcast où on parle de la parole sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Pascal Aumont, qui est conférencier, imitateur, spécialiste de la voix, du disque, des présentations PowerPoint, il me semble aussi. En tout cas, tu en parles beaucoup. Plein de choses, ouais. Est-ce que j'ai oublié quelque chose déjà? La prise de parole en public en général, avec tout ce qui tourne autour, ouais, on est là-dessus, la communication, voilà. Ok, alors justement, j'ai regardé un petit peu ton profil LinkedIn, comme je le fais pour tous les invités, et pour toi, c'est un peu particulier, j'ai eu plus de mal à bien cerner ton parcours. Ah ouais. Alors, est-ce que tu peux me préciser un peu ça, nous raconter un peu comment t'en es arrivé là, comment t'es venu à l'imitation, à la conférence, etc. Eh bien, je suis né un mardi. Ça va être long. Et il pleuvait. Non, en vrai, moi, j'ai un parcours qui est hyper classique au départ. C'est-à-dire que je fais collège, lycée, première S, terminale C, comme on disait à l'époque, jadis. Je fais des études de maths, puis d'informatique de gestion, et je fais de l'informatique. Donc entre 1997 et 2009, je suis ingénieur en informatique dans des grosses boîtes, General Electric à Paris, Google à New York. Bref, j'ai un parcours ultra classique. Mais en parallèle, j'ai ma petite vie secrète, enfin que pas vraiment secrète, Oui. C'est une vie de scène. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours fait, j'ai toujours été dans les clubs théâtre, j'ai toujours fait des imitations depuis que je suis gamin. J'ai commencé l'improvisation théâtrale aussi, que j'ai découverte quand j'avais 20 ans, à la fac. Ouais. Bref, vraiment une passion pour la scène et vraiment j'y ai toujours consacré des heures et des heures. Et donc il y a ces deux choses, le parcours ultra classique, un métier sérieux, Ouais. et le parcours artistique. Et à un moment donné, je me suis dit, mais mec, t'as 33 ans. Quand je suis rentré des États-Unis, j'avais 33 ans. Ok. Et je me suis dit, est-ce que tu as envie de faire de l'informatique jusqu'à tes 64, 5, 6, 7 ans, tout en continuant à avoir un parcours artistique à côté? Ou est-ce que tu n'aurais pas envie de trouver une cohérence dans tout ça? Ouais. Et bon, c'est une question un peu rhétorique, puisque la réponse est dans la question. Évidemment, j'avais envie d'unifier tout ça. Et c'est là que je me suis dit, écoute, je connais l'entreprise, je connais la scène, je vais mettre les deux ensemble et je vais utiliser les outils de la scène pour aider les gens à être plus performants, plus impactants quand ils sont eux en scène, c'est-à-dire quand ils prennent la parole en public, que ce soit dans un séminaire avec 800 personnes, ou que ce soit dans une salle de réunion avec 3 personnes. Ça reste de la scène, entre guillemets, ça reste de la prise de parole en public. Ouais. Donc c'est vraiment là que tout s'est rassemblé, fin 2009, début 2010, où j'ai commencé à accompagner des gens sur de la prise de parole, que ce soit en coaching individuel, que ce soit en formation en groupe. Et donc ça, j'ai développé de plus en plus. Et puis il y a le monde de la conférence. Oui. Ça, j'ai découvert que ça existait, qu'on pouvait être conférencier professionnel, qu'on pouvait gagner sa vie en allant dans les entreprises faire des conférences avec le côté spectaculaire, Ouais. et aussi avec le côté sens qu'on trouve dans les conférences. Donc j'ai découvert ce métier au fur et à mesure, je m'y suis intéressé, j'ai découvert l'Association française des conférenciers professionnels, j'y suis rentré et depuis quelques années, je développe de plus en plus ce métier de conférencier en entreprise et je fais de moins en moins de formations et d'accompagnement. Voilà. Ah, tu fais encore de la formation? Je fais encore de la formation. Ok, je pensais que tu étais exclusivement conférencier maintenant. Alors, c'est ce que je montre. Oui, c'est ça. Mince, j'ai révélé un secret. Damned. Donc oui, je fais toujours des formations, mais j'en fais de moins en moins. J'aime toujours ça, Ouais. mais je privilégie de plus en plus le métier de conférencier et ça Ok. devient mon métier principal. Et justement, tu parles beaucoup du disque dans tes conférences. C'est pas ton seul sujet, tu as d'autres conférences. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous lister peut-être les sujets de conférences que tu as pour l'instant? Alors, j'ai 3 sujets. Le premier, il est sur la prise de parole en public, parce que c'est mon sujet premier, c'est celui que j'ai commencé à développer depuis 2009. Et donc, je parle de la prise de parole en public, je donne des conseils qui sont ceux, finalement, qu'on donne tous sur la voix,
sur le corps, sur les mots. Et j'utilise des imitations pour mettre ça en lumière. On y reviendra après sur les imitations. On y reviendra avec grand plaisir. Donc ça, c'est mon premier sujet. Deuxième sujet, c'est le disque. En fait, le disque, moi, je suis certifié sur cet outil depuis 2015 maintenant. Donc ça fait 9 ans. C'est ça. Et il a fait des maths. J'ai fait des maths en plus, voilà. Et donc depuis 9 ans, je suis certifié là-dessus. Et puis, je l'avais laissé un peu de côté. Et depuis quelques années, là, les gens se sont beaucoup réintéressés au disque et c'est devenu un outil vraiment très, très à la mode. Et je me suis dit, mais oui, Pascal, rappelle-toi, tu connais le disque et c'est un outil absolument génial. Mets ça aussi en avant. Donc, mon deuxième sujet de conférence, c'est effectivement le disque pour mieux se connaître, pour mieux communiquer avec les autres. Et mon troisième sujet, qui a été une commande à un moment donné, on m'a dit, Pascal, on voudrait faire c'est un client que j'ai depuis longtemps qui s'appelle Worldline qui me dit, Pascal, on aurait besoin de quelqu'un pour faire une conférence sur le passage à l'action. On voudrait que les gens dans notre entreprise passent plus à l'action. Est-ce que tu connais des gens qui font ça? Je fais, ouais, je connais un tel, je connais une telle, je connais... Hein. Et je dis, moi aussi, je développe ça. Vraiment, c'est une idée que j'avais en tête, donc je suis en train d'y penser. Ok, très bien. Bon, on va regarder ce que font les autres. Ils ont regardé ce que font les autres. Puis ils m'ont dit, Pascal, on adore travailler avec toi. Même si ta conférence, elle n'existe pas encore et que tu es en train de la développer, on voudrait que tu nous la fasses pour nous. Trop bien. Et donc, opportunité. Génial. J'ai développé cette conférence sur le passage à l'action où je raconte aussi ma propre histoire, celle que je viens de te raconter d'ingénieur en informatique à conférencier. Je raconte aussi l'histoire de mon épouse qui était chercheuse, qui faisait de la recherche en neurosciences et qui aujourd'hui est sage-femme. Et donc, ces parcours-là sont des parcours qui peuvent inspirer les autres à passer à l'action, à changer. Alors, soit des petits pas, soit des grands sauts dans le vide. En tout cas, à passer à l'action. Donc, voilà les 3 sujets. Prise de parole, disque et passage à l'action. Ok, alors j'allais te poser une question sur le disque, mais il y a quand même un truc que tu as dit là dans tout ce développement qui m'intéresse, c'est que tu dis que ton épouse était spécialiste dans les neurosciences, et on va quand même rejoindre avec le disque, c'est que le disque, il y a une part de neurosciences un peu dedans. Alors, le disque d'abord, c'est de la psychologie. Hein. Oui. C'est un type qui s'appelle William Marston, qui s'est intéressé au comportement, à comment on se comporte, à la communication. Donc évidemment, il a fait des études scientifiques là-dessus, mais c'est de la psychologie. Alors, faut pas mélanger les neurosciences et la psychologie. Ce sont deux choses qui se rejoignent. Et puis après, se sont ajoutés, comme le disque, c'est un modèle ouvert. Donc ça veut dire que c'est un modèle où tout le monde peut y ajouter son propre petit caillou. Et puis remodeler le disque. Il y en a qui ont changé les couleurs. Enfin, voilà, tout a pu changer. Okay. Donc il y a un apport des neurosciences aussi sur le disque au fur et à mesure des années, parce que ça fait bientôt 100 ans que William Marston a créé ça. Donc bien sûr, il y a aussi les apports des neurosciences sur le disque. Ok. Juste savoir si éventuellement c'était par un échange avec ton épouse qu'elles auraient eu ce sujet en tête, ou est-ce que c'est venu totalement d'autre chose? C'est venu d'autre chose. En fait, mon épouse, donc on se connaît depuis bien longtemps maintenant. Et donc, son sujet des neurosciences, je m'y suis intéressé. Parce que, typiquement, elle est docteure en neurosciences. Donc, il a fallu que je me tape sa thèse quand même. Et que je relise en disant, il y a une virgule et tout ça. Et donc, c'est un sujet qui m'a intéressé et que j'ai continué à développer en lisant des revues de vulgarisation sur le sujet, comme Cerveau et Psycho, en lisant sur le web. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les neurosciences. Et effectivement, j'ai découvert ça parce qu'elle est docteur en neurosciences, mais le disque que j'ai découvert d'un autre côté. Et par contre, je trouve ça super intéressant dans tout ce qu'on fait sur la communication, de dire, tiens, on dit des choses, est-ce qu'on ne peut pas y rajouter de la preuve par les sciences? C'est ça. Donc d'aller chercher la preuve par les sciences, de dire, ok, on dit que la prise de décision, c'est pas juste du rationnel, c'est pas juste de la logique, mais c'est aussi des émotions, d'accord. On dit ça, mais qui l'a dit? C'est Antonio Damasio, qui est un gars qui a fait des recherches en neurosciences dans les années 90, qui a dit Descartes, il est sympa, mais il dit que des conneries, parce que en vrai, on prend aussi nos décisions grâce à nos émotions. Ouais, ça. Alors, j'en profite pour un petit point là-dessus. C'est intéressant de s'arrêter sur ce sujet-là, parce que on croit tout le temps, très souvent, comme tu le dis, Descartes, etc., qu'on est des animaux rationnels. On n'est pas du tout rationnel. Et l'exemple que je prends souvent, qui est encore plus d'actualité, vous le voyez pas, mais j'ai des nouvelles baskets. Je te le promets. T'as vu, elles sont canons, hein. C'est ouf, quoi. Elles sont canons. Elles sont magnifiques. Vous les verrez pas. Pas de chance. Voilà. Je les mettrai peut-être en photo. Et en gros, j'ai analysé, en fait, après, pourquoi j'ai acheté ces baskets. Et tout simplement, c'est que je les vois, elles me plaisent, je les trouve canons. Donc, je m'arrête sur ces baskets-là. Et en fait, intérieurement, je sais déjà que je vais les acheter. S'il n'y a pas de frein,
Ouais. C'est-à-dire si elles sont pas trop chères, si c'est un matériau solide, si etc. Surtout s'il y a ma pointure, s'il y a tout ça. Ouais. Mais c'est d'abord l'émotion qui me pousse à l'action. Bah oui. Waouh. Et ce que j'adore, c'est le résumer un peu à ça, c'est que c'est l'émotion qui nous fait agir, qui nous fait prendre la décision, et le rationnel nous fait ne pas nous écarter. En analysant rationnellement, on va ou pas mettre des freins à l'action. C'est un peu ce que je vois. C'est un peu ça, non? J'imagine ce que tu dis. C'est exactement ça. Et puis il y a aussi le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on va se dire, je vais acheter ces chaussures, mais je voudrais quand même pas avoir le sentiment que c'est sous le coup de l'émotion que je les ai achetées. Donc je vais y placer des arguments rationnels qui vont correspondre à l'émotion que j'ai ressentie. Ouais. Et alors ça, une fois qu'on l'a dit, c'est vrai, mais le type qui est informaticien dans sa boîte ou la nana qui est comptable dans sa boîte, elle va dire oui, d'accord, mais nous, on a des sujets techniques, on a des sujets sérieux, donc je peux pas utiliser les émotions. Et en fait, quand on leur fait utiliser les outils des émotions du type raconter une anecdote, faire appel au vécu de l'auditoire, utiliser l'analogie pertinente, ils se rendent compte que s'ils touchent aux émotions de leur auditoire, y compris pour leur faire prendre la décision de valider tel ou tel budget, y compris pour leur faire prendre la décision d'embaucher une nouvelle personne sur ce projet en informatique. Ouais, ça j'ai le cas. J'accompagnais une boîte, je formais dans une boîte qui fait du conseil il y a quelques temps. Et alors là, pour le coup, c'était purement des animaux qui se pensaient rationnels. Ils étaient là, non, c'est faux, Jean Corentin, c'est ça. faux. Ouais. Ils voulaient du chiffre partout. Et ils comprenaient pas quand je leur disais, non, il faut mettre un peu d'émotion. Mais pour eux, quand on disait mettre de l'émotion, c'était en présentation, on va pas faire chialer le mec de la boîte, on va pas, etc. Non, c'est pas ça l'émotion. Enfin, c'est ça, mais c'est pas que ça. Voilà. Et donc je leur disais, c'est pas compliqué. Pourquoi est-ce qu'il va suivre votre conseil? Parce que il a l'espoir de gagner quelque chose ou d'éviter de perdre quelque chose. Donc ce qu'il faut, c'est que vous provoquiez cette envie, que vous provoquiez cette peur. C'est ça aussi l'émotion, c'est ce qu'on provoque chez l'autre. Ça peut être amené par une part de rationnel, mais si on lui dit d'un bloc, là, aujourd'hui, je vais vous faire gagner 1 million d'euros. Ça marche beaucoup mieux que si on montre tous les calculs d'abord et qu'à la fin, on explique le truc. Et là, c'est de l'émotionnel, quoi. Exactement. Je vais faire gagner 1 million d'euros, c'est joie. L'émotion, c'est la joie. Voilà. Exactement. Et l'espoir, comme tu disais aussi. Ouais. Et qui ensuite, voilà, on va le prouver, on va rassurer. Mais je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Toujours cette part d'émotion qui doit être partout. Ouais. Je vais changer un petit peu de sujet. Allez. On va venir justement à l'imitation, puisque c'est une de tes grandes caractéristiques. Ouais. Tu joues beaucoup avec ça dans tes conférences. Et moi, je dis souvent qu'il faut s'inspirer et non pas imiter. Et donc toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu l'incarnes? Moi, je suis d'accord avec toi. Yes. Et pour autant, vous allez trouver sur YouTube mon TEDx de 2018 où je crois qu'il est intitulé pour être meilleur, imiter les autres ou quelque chose comme ça. J'étais pas 100% d'accord avec ce titre-là. C'est les organisatrices et les organisateurs du TEDx qui ont dit mais oui, comme t'es imitateur et que nous, ce qu'on veut faire, c'est du vu sur YouTube, utilisons ce mot imiter. Et je le dis d'ailleurs dans ce TEDx, je dis à la fin, moi je suis imitateur, mais vous ne l'êtes pas, donc vous n'allez pas imiter comme moi un tel ou un tel ou un tel, Lucchini, tout ça. Par contre, effectivement, s'inspirer, ça, mais dans tous les domaines, c'est une bonne pratique. Enfin, je veux dire, si on a les meilleurs en face de nous, si on prend pas des choses chez eux, dans ce cas-là, ça sert à rien. Et Molière, par exemple, dans Cyrano de Bergerac, il y a Cyrano qui est je crois que c'est l'acte 5, et puis on lui dit, voilà, Molière vous a piqué votre scène de qu'allait-il donc faire dans cette galère? Parce que Cyrano de Bergerac était auteur également. Et donc Cyrano il dit c'est un bel hommage qui me rend finalement Molière en me piquant cette scène-là. Et Molière s'est inspiré de la Commedia dell'arte, il s'est inspiré d'autres auteurs pour créer des pièces géniales qu'il a créées. Donc, c'est peut-être un peu du plagiat pour le coup. Alors nous, inspirons-nous des meilleurs pour réussir à être la meilleure version de nous-mêmes. Ouais. Mais donc finalement, quelle différence tu fais entre les deux, entre s'inspirer et imiter? Alors, je vais te donner un exemple. Quand je suis en animation prise de parole, je peux avoir quelqu'un qui va pas bien articuler, ces gens qui parlent et puis ils articulent pas bien un peu, voilà, alors du coup ça passe un peu comme ça et moi je dis d'accord là, dans ce cas-là imagine Fabrice Lucchini. Donc les gens imaginent Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, quand il parle, il articule vachement, tu vois, ça envoie de la consonne, ça pète les consonnes, comme ça les voyelles elles ressortent aussi. Donc c'est super beau, c'est articulé, et je dis, n'imite pas Fabrice Lucchini, mais fais comme si tu articulais comme Fabrice Lucchini.
articule comme lui. Projette-toi dans Fabrice Lucchini. Et donc, les gens disent, ok, d'accord, alors je vais essayer de surarticuler. Donc, ils ont l'impression de faire quelque chose comme ça, mais évidemment, quand il parle comme ça à la base, le mec, du coup, il articule comme ça. Et c'est ce qui est parfaitement approprié. Ouais. Donc, j'utilise cette phrase, fais comme si. Fais comme si tu étais un prédicateur à l'américaine. Fais comme si tu étais Fabrice Lucchini. Fais comme si tu étais Aimé Jacquet. On a tous vu cette séquence, enfin peut-être pour les plus anciens, cette séquence des yeux dans les bleus, c'est ça, des yeux dans les bleus. Oui. Après la victoire, enfin pendant la victoire de la Coupe du Monde de la France en Coupe du Monde 98, il y a une séquence où Aimé Jacquet fait un discours à ses attaquants. C'est pas pendant la mi-temps, c'est un matin. Il a ses attaquants devant lui, Zidane, tout ça. Et à un moment donné, il s'adresse à Robert Pires, un grand attaquant de l'époque. Il s'adresse à Robert Pires et il lui dit « Muscle ton jeu, Robert. Muscle ton jeu. » Avec l'accent stéphanois. Et donc, je dis « Fais comme si tu étais Aimé Jacquet ou fais comme si tu étais un coach de rugby, de foot, de hand qui rentre dans la tête de ses joueurs pour leur faire faire ce qu'il a envie de leur faire faire. » Et donc, les gens, du coup, ils sont pas en train d'imiter Aimé Jacquet, mais ils s'inspirent de ça pour aller connecter vraiment à la personne en face, pour rentrer dans leur tête. Je vois très bien. C'est marrant, moi j'utilise exactement la même image que toi sur Lucchini. Quand je parle d'articulation, je leur dis toujours, voyez Lucchini, il en fait des tonnes. Je vais pas me risquer à une imitation face à toi, hein, mais il en fait des tonnes. Il y a une gestuelle, il y a des mimiques, il y a un tout. Et je leur dis, n'essayez pas de faire comme lui, mais prenez son articulation. C'est ça. Et pour moi, c'est un peu ça en fait. L'inspiration, c'est de réussir à identifier un point intéressant chez quelqu'un et à reprendre juste ce point-là. Et ça peut être tout simple, ça peut être un geste que la personne fait à un moment. Ça peut être une façon de prononcer juste une consonne. Il y a quelqu'un que je connais qui prononce le che d'une façon que je trouve géniale. Pareil sur le je et le che. Ah ouais. Et donc j'essaye de travailler dessus un peu de temps en temps, de Faire le reprendre même che, quoi. Exactement, parce que je trouve qu'il a de la gueule et que ça continue. Je continue à travailler tout ça en regardant un petit peu les autres et prendre un petit détail pour ensuite créer son propre style. Ouais, et c'est ça. c'est un peu ça finalement le style. C'est impressionniste, quoi, un peu. Ouais. Alors, c'est rare qu'on dise aux gens, putain, ton che, il Oui. est trop bon, quoi. Ouais. Bah, merci. J'en suis ravi. Mais j'aime bien ce petit truc et je me dis en fait, les gens vont pas se dire ce che il est génial, mais le tout, ce détail-là plus un autre détail plus un autre truc, ça crée un style plus général qui permet de donner une forme de prestance supérieure, etc. Et j'aime beaucoup ce truc d'observer le petit détail que personne n'a remarqué, un petit geste de la main à un moment qu'on va reprendre dans un contexte similaire, etc. Voilà pour ça. C'était juste pour te dire ce que j'en pensais. Excellent, excellent. Je prends. Ensuite, il y a un autre sujet dont tu parles beaucoup. Alors, un petit peu moins depuis quelques temps, c'est les PowerPoint et les présentations PowerPoint. T'en parles moins en ce moment, non? Ben oui, parce qu'il y a tellement de sujets dont je veux parler. Ouais. Donc les PowerPoint, à un moment donné, ça a été ma grande marotte. Et on était entièrement d'accord d'ailleurs sur le. Ben oui, mais sur les PowerPoint, c'est tellement du bon sens, c'est-à-dire que tous et toutes, on a vécu ce moment où tu es dans une réunion en entreprise ou ailleurs, la personne qui présente a un PowerPoint et tu es là, tu regardes, tu participes à la réunion, tu as un PowerPoint qui est chargé de mots, il y a beaucoup de mots et on lit les mots et du coup on n'entend plus ce qui se passe et puis après alors on repasse à ce qui se dit et du coup on lit plus ce qu'il y a, alors on dit, je vais regarder ce qu'il y a, on passe de l'un à l'autre et donc on est en surcharge totale et alors là on lâche, là on abandonne quoi et on pense à autre chose, hein. On pense à à l'épisode de la série qu'on va regarder ce soir, on pense à tiens je vais vérifier ce que mes enfants ont fait sur internet aujourd'hui, enfin on pense à autre chose quoi. Décroche. Donc tout le monde constate que les PowerPoint surchargés sont un vrai problème et finalement il y a peu de gens qui s'en occupent en entreprise, c'est-à-dire qu'on a lâché quoi, on a dit ouais mais chez nous c'est comme ça quoi, enfin je veux dire ça fait partie de la culture d'entreprise, on peut rien faire, ça nous saoule hein, mais c'est comme ça. Et donc moi je viens dans les entreprises pour leur dire mais on peut faire autrement. Alors le cerveau fonctionne comme ci, le cerveau fonctionne comme ça. Si vous mettez une image frappante, si vous mettez quelque chose qui va permettre aux gens de mieux comprendre, mieux mémoriser, même un graphique allégé, un schéma, du texte mais court et mis en valeur par de la couleur, là les gens vont mieux retenir, c'est prouvé par les neurosciences. Professeur Richard Mayer de l'université de je sais plus où en Californie. Bref, il faut lire son bouquin. Non, il faut pas lire son bouquin. Il est gros comme ça. Il est tout en anglais. Il est très long. Il y a qu'une phrase à retenir dedans. Arrête de faire tes PowerPoint comme ça, quoi. Et donc, il nous dit ça.
Et donc, c'est prouvé par les sciences. Donc, trouvons le compromis entre la culture d'entreprise qui est attendue par les gens et ce que nous prouvent les neurosciences sur le fonctionnement des humains et le fonctionnement de leur cerveau. Et essayons au moins de faire un petit pas vers beaucoup moins de textes sur nos PowerPoint. Ouais. Donc, une fois que je pose ça, je le pose régulièrement. Je fais certaines interventions d'entreprise sur ce sujet-là. Ou parfois, une conférence, on va me dire, tiens, dans ta conférence, glisse des choses sur le PowerPoint. Mais finalement, ça reste rare. C'est un sujet auquel les gens ont peur de vraiment s'attaquer. Il y a vraiment ce côté, on a toujours fait comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je veux dire, si je change mes PowerPoint, qu'est-ce que va dire mon N+1, mon N+2, mon N+3, mon N+4, Dieu, le CEO, tout ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, du coup, bon, tant pis. Et alors, justement, s'il y en a qui veulent se lancer dans cette démarche, toi, s'il y avait 3 clés, ou 5 clés, tu vois, mais 3 points essentiels. Je peux en donner 4, du coup. Allez, t'as droit à 4. Entre 3 et 5 clés pour réussir un PowerPoint. Ça peut être soit des erreurs à éviter, soit des choses au contraire qu'il faut absolument faire quand on prépare un PowerPoint ou une présentation de façon plus générale. Alors, je vais te donner d'abord les 3, puisque t'aimes bien 3, les 3 raisons, les 3 mauvaises raisons de faire un PowerPoint. Ouais, très bien. La première mauvaise raison, c'est parce qu'on a toujours fait des PowerPoint. Or, on n'est pas obligé de prendre la parole en public avec un PowerPoint. On peut très bien prendre la parole sans PowerPoint. Ça, c'est la première mauvaise raison. C'est parce qu'on a toujours fait comme ça, donc je vais en faire un aussi. Deuxième mauvaise raison, c'est pour s'en servir comme d'un prompteur. Quand on est animateur, animatrice télé, on a un super prompteur qui est devant la caméra et puis ça se finit. Si c'est Nikos Aliagas, par exemple, qui présente son truc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Star Academy. Nous allons passer et tout son texte, il est écrit quoi. Il s'embête pas. Sauf que Nikos, il est sympa. Il nous montre pas son prompteur. Mais quand on utilise PowerPoint comme un prompteur, on dit j'ai un prompteur, mais en plus je vous l'affiche. Ouais. Bonjour, et puis hop, le truc s'affiche quoi. Donc ça, c'est une mauvaise raison parce que un prompteur, c'est fait justement pour pas être vu. Ça, c'est la deuxième mauvaise raison. Et troisième mauvaise raison, c'est le fameux pour s'en servir comme d'un document, c'est-à-dire le double emploi. C'est-à-dire répondre positivement à cette question que tout le monde se pose, qui est l'angoisse des gens en réunion. C'est, mais on va avoir les slides? Oui. Ah, c'est bon. L'enfer de cette question. Oh là là, elle m'angoisse à chaque fois. Oui. On va avoir les slides. Oui, tu les auras. Ah bah ça va. Et donc, normalement, si ce qu'on donne après, c'est la même chose que ce qu'on montre, ça veut dire qu'on ne sert à rien puisque c'est autoporteur, puisque c'est un document. Oui. Et tu es là juste pour lire des documents, mais autant que tout le monde reste à la maison en pyjama à le lire, ce document. On est d'accord. Et on n'en parle plus. Donc voilà les 3 mauvaises raisons de faire un PowerPoint. Et donc, je vais te donner, je sais pas combien de clés derrière pour dire. J'appuie juste d'abord sur le dernier point. Ouais. Pour moi, ça c'est le pire. C'est notamment, moi, j'accompagne beaucoup des personnes sur du pitch, des gens des startups qui vont faire la levée de fonds, des trucs comme ça. Ils me montrent un document, donc ils présentent leur pitch. Et je leur dis, mais il y a tous tes chiffres là-dessus, il y a tout le truc. Qu'est-ce que tu vas me dire de plus, en fait? Oui. Ils disent, bah oui, mais après on doit l'envoyer. Voilà. Ah non! Bah, tu fais 2 documents. Et voilà. Et si t'as peur, tu fais un premier document dans lequel tu mets tout, et ensuite, t'enlèves les 3/4 de ça, et t'as à peine à travailler. En une demi-heure, t'as raccourci ton truc, mais t'as 2 documents. Un où on va t'écouter, et un qu'on va pouvoir relire tranquillement à la maison. Et là, on va être noyé sous les infos, on ne va rien écouter à ce que tu vas nous dire, ça n'a aucun sens. J'appuie là-dessus parce que j'en ai ras-le-bol de voir ça et de le redire après chaque pitch. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Tu le dis, ça n'a aucun sens. En fait, c'est vraiment du bon sens, ouais. Mais on a perdu ce bon sens. Et en même temps, moi, j'ai travaillé comme ingénieur en informatique pendant 12 ans. J'en ai fait des PowerPoint avec beaucoup de textes parce que j'avais juste pas le temps de me poser la question du pourquoi je le fais. Donc ça n'a pas de sens, j'ai pas eu le temps de chercher le sens. Et donc on va quand même donner des bonnes pratiques. Oui, c'est mieux. La première bonne pratique, c'est une diapo, une idée. Et ça va à l'encontre aussi, tu sais, des gens qui disent fais-moi un one-pager. C'est truc sur tout un diapo, tu mets tout. Voilà, comme si ça coûtait cher une diapo, tu vois, comme si on tuait un arbre à chaque fois qu'on faisait une diapo. Mais non, on ne tue pas un arbre, à la limite, on peut tuer quelques octets, quoi, tu vois. Donc un message, une idée. Voilà. Déjà, ça, c'est vraiment la base. Et on peut avoir une diapo sur laquelle on passe 8 secondes. On peut avoir une diapo sur laquelle on passe 47 minutes. Pas de problème. Donc, c'est un message, une idée. Et on reconnaît qu'il y a une seule idée si graphiquement, il n'y a pas d'élément qui est un peu tout seul, qui n'est pas connecté aux autres. Si graphiquement, tout n'est pas connecté, ça veut dire qu'on a sûrement plusieurs idées dans cette diapo. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième bonne pratique, c'est de synchroniser les éléments au fur et à mesure qu'on les dit. C'est-à-dire que si tu balances tout d'un coup, poum, les gens ils vont être là. S'il y a un schéma, parce que des fois on doit quand même montrer un schéma un peu compliqué. Donc s'il est là et tout est balancé, toi tu parles, blablabla, les gens sont là, qu'est-ce qui se passe? Bon. Donc il faut amener les éléments au fur et à mesure qu'on les dit. Ça c'est vraiment c'est essentiel. C'est une animation simple.
qui est l'apparition dans PowerPoint. Donc, nous nous prenons pour la tête, faisons une apparition sur chacun des éléments. Et troisième clé, super importante, on a le droit d'éteindre PowerPoint à certains moments. Oui. Si j'ai une réunion de 1 heure, si j'ai une prise de parole de 1 heure, eh ben je peux aller pendant les 10 premières minutes, j'ai du PowerPoint et puis après j'appuie sur le bouton B, petite touche magique dans le PowerPoint, t'appuies sur B, B comme black. Et là l'écran devient noir. Et comme l'écran devient noir, tu peux reprendre le focus. Et tout ça dans un but, c'est que les diapos que tu présentes, les diapos que tu montres, doivent être des supports visuels à ton discours oral pour que les gens comprennent et ou mémorisent mieux ce que tu viens de dire. Éléments visuels pour que les gens comprennent et ou mémorisent mieux ce que tu viens de dire et rien d'autre. Oui. Alors, juste pour préciser, il y a aussi le bouton W pour white. Absolument. Mais là, tu as la lumière dans la tronche et tu ne ressembles à rien. C'est pas faux. Donc moi, C'est plus pour le. En fait, je le dis souvent parce que certains mettent un fond blanc et ils ont peur que ça fasse un trop gros changement. Donc oui. Vous pouvez mettre W. Ah oui, comme ça, oui. Toujours cette histoire de peur. C'est fait plusieurs fois que tu emploies le mot peur et tu as tellement raison. C'est-à-dire que souvent, dans leur prise de parole, les gens travaillent en pensant à la peur qu'ils ont. La peur du jugement des autres, la peur de ne pas paraître compétent, la peur de faire différent, la peur de faire trop court, la peur de faire trop long, etc., etc., etc. Et si on travaille avec la peur, on reste hyper timoré et on fait rien d'audacieux, on fait rien de nouveau, on fait rien qui change, on fait rien d'original. On fait rien qui va faire passer les gens d'un point A à un point B. On balance des informations. C'est ça. Mais si on y va en se disant « Ok, j'ai la joie de venir partager quelque chose et de faire en sorte que les gens passent d'un point A à un point B », là, on y va avec quelque chose de beaucoup plus motivant, quoi. On y va en se disant « Ok, je vais pas être juste un orateur médiocre. Je vais pas être juste une oratrice médiocre. Je vais être quelqu'un de bon. » Là, tu vois, j'en parle là sur. Alors, j'ai travaillé aujourd'hui sur un carrousel pour LinkedIn que je vais diffuser dans quelques jours, sur le syndrome de l'imposteur. Ouais. Et en fait, ça rejoint pas mal de choses dans ce que tu dis sur l'imitation, mais là aussi sur on y va en se sentant bien, etc. Et c'est la méthode comme si. En gros, c'est exactement ça. Tu te dis, je vais agir comme si j'étais bon. Ah oui. Et en fait, tu te mets en tête comme si j'étais le CEO, comme si j'étais le meilleur dans mon domaine. Ouais. Peut-être que je le suis pas, mais je vais faire comme si je l'étais. Je vais jouer un rôle et je vais me mettre dans ce truc-là. Et en fait, ça aide petit à petit, ça crée du succès, ça crée de la confiance, et donc petit à petit, le syndrome de l'imposteur s'en va. Et c'est en fait, c'est exactement ça. C'est jouer un rôle. Ouais. On n'est pas obligé d'imiter, mais on fait une imitation mentale presque, où on se met dans cet état d'esprit de je suis pas bon, mais je vais faire comme si j'étais bon. Et en fait, ça va suffire pour jouer le truc. Et in fine, on va prendre confiance comme ça, quoi. Ouais. On est complètement alignés. C'est juste l'utilisation du terme jouer un rôle. Moi, je suis d'accord avec ce terme-là, mais ça fait beaucoup peur à beaucoup de gens. Parce que les gens disent, mais si je joue un rôle, je ne suis pas moi, je ne suis pas authentique, je ne suis pas naturel. Donc, c'est un débat immense. On pourrait faire une série Netflix en 8 saisons de 6 épisodes chacun de 45 minutes pour parler d'authenticité et du naturel. Et jouer un rôle. Et donc, on va dire, faire comme si, c'est le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est le mot que j'utilise là, mais alors c'est ça, c'est faire comme si. Et notamment, je te conseille la lecture d'un bouquin, d'un type qui s'appelle Todd Herman, je crois. Ok. Ça s'appelle The Alter Ego Effect. L'effet alter ego, il existe qu'en anglais, je crois. Et donc, lui, c'est un type, il a coaché des tas de sportifs, notamment. Et il dit, en fait, ce que je leur ai fait faire à ces sportifs-là, quand ils avaient du mal à être bons sur la compétition notamment, des gens très bons à l'entraînement mais sur la compétition ils avaient du mal, c'est qu'ils se créent un alter ego eux. Ils peuvent même lui donner un nom, c'est-à-dire que c'est eux mais c'est une version d'eux un peu différente qui va être beaucoup plus percutante sur le terrain. Je vais te donner un exemple. Moi j'aime bien jouer au tennis avec mon fils. Et mon fils, il a commencé, il avait 4 ans. Là il a 14 ans aujourd'hui. Et si tu regardes cette vidéo-là en 2030, il en a 21 et là il me bat à plat de couture. Sauf que là on est au moment où on est vraiment sur le niveau où je sens qu'il va me dépasser, quoi. Ouais. Et quand je sens que je suis pas bon et tout, là par exemple hier, je me suis dit allez, t'es plus Pascal, t'es Raphaël Pasquale. Et là bam, si je suis Raphaël Pasquale, d'un coup je me redresse un petit peu, je fais limite ça comme ce Raphaël. Que j'allais dire, tu vas te faire tous tes petits tics, tu mets 5 minutes avant de jouer une balle. Je mets pas la raquette dans la main gauche quand même, faut pas déconner. Mais d'un coup, ça me donnait une certaine force où je courais mieux sur les balles, tout ça. C'est vraiment un conditionnement. Et à utiliser dans la prise de parole en public. Et c'est un peu
Alors avec Fabrice Lucchini, c'est plutôt choper un truc technique, mais c'est ce que je vais faire quand je vais dire à quelqu'un, imagine que tu es un prédicateur à l'américaine. Fais comme si tu étais un prédicateur à l'américaine. La personne, tu sais, qui est hyper monocorde, moi je suis ingénieur en informatique, mon métier c'est de traduire en ligne de code des cahiers des charges. Fais comme si tu es un prédicateur à l'américaine. Et la personne, elle fait comme si. Et du coup, il a l'impression de faire, je suis ingénieur en informatique. Mon métier, c'est de traduire en ligne de code des cahiers, des charges. Elle a l'impression de faire ça. Mais comme elle part de super bas, elle a l'impression d'être là, en fait, elle arrive là. Oui, tu arrives au milieu et ça fait un bon niveau. Voilà. Et c'est là que le groupe est super important. C'est pour ça que j'adore, moi, plutôt les formations en groupe plutôt que les accompagnements individuels. C'est que là, la force du groupe, c'est de dire, ah non, c'est vachement bien ce que tu as fait là. Ouais, c'est pas trop. Non. C'est très très bien, c'est parfait, là tu nous embarques quoi. Et c'est approprié pour une prise de parole professionnelle. C'est encore du faire comme si. Ah ouais, bah, c'était mon directeur de prépa. J'ai fait une prépa à école de commerce en admission parallèle. Et donc la partie, les oraux, c'était le truc à pas louper. Ah ouais. Et alors, moi ça allait à peu près, j'avais bien bossé mon truc, etc. Mais il nous disait, faut en mettre plus. Ouais. Donc il nous disait, en gros, quand vous attendez devant la salle, les mecs ils voient défiler des personnes dans les oraux pendant plusieurs jours. Toujours les mêmes gars qui arrivent avec quasiment les mêmes parcours, quasiment les mêmes trucs. Vous allez les attendre, vous allez pas être assis dans le couloir. Vous allez être debout devant la porte et vous êtes Goldorak. Vous attendez devant le truc, vous êtes debout, vous êtes prêt à péter la porte, vous allez tout défoncer et vous leur montrez que vous en voulez dès le moment où vous dites bonjour. Ah ouais. Et c'était vraiment ça. Moi, j'avais gardé ce truc de Goldorak. T'es Goldorak. Et je me le mets dès que j'ai un petit truc qui me stresse un peu, je suis, allez, je m'en fous, je vais tout péter, je suis Goldorak, je suis Albator, je suis qui tu veux. Mais on y va, quoi. Et en plus, j'ai jamais vu Goldorak de ma vie, hein. Mais parce que toi, t'es trop jeune pour avoir vu Goldorak. C'est oui, ça, voilà. moi, je suis en plein dedans. Hein. Bah voilà, je suis désolé, hein. Mais je vois quand même le robot. Enfin, c'est ça, c'est un robot. Hein. Il y a un robot, mais qui fait genre 37 mètres de haut, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc j'avais vraiment ce truc-là qui m'est resté depuis. C'est ce comme si je suis Goldorak. C'est même pas comme si d'ailleurs, c'est je suis Goldorak. C'est tout. Voilà, c'est ça, c'est tout. Je vais nous faire redescendre un peu. Okay. Redescendons. Pour revenir un peu sur le sujet des conférences. Et je me demandais comment est-ce qu'on construit une conférence. Que tu nous as dit justement que tu avais construit une conférence sur une commande quasiment. Et donc comment tu fais ça? Le chemin entre l'idée d'une conférence, d'un sujet, et arriver jusqu'à la première fois que tu présentes cette conférence, comment tu passes tout ça? Déjà, pour faire une conférence sur un sujet, il faut avoir intimement des convictions sur le sujet et aussi avoir des connaissances sur le sujet. Conviction et connaissances. Déjà, ça part de là. Après, tu te dis, quel est le message que je veux faire passer à mon auditoire? Quel est le message? Sur la prise de parole en public, c'est la technique peut vous aider à devenir de grandes oratrices, de grands orateurs. Sur le disque, c'est adaptons-nous pour mieux communiquer avec les autres. Sur le passage à l'action, c'est on peut toutes et tous passer à l'action. Quel est le message? Et ce message-là, après, je vais dézoomer. Je vais zoomer plutôt. Le mec ne sait plus s'il dézoome. Je vais donc, parce que là, je suis en haut. Je vais zoomer pour dire, OK, maintenant que j'ai le message, je vais construire un chemin. Donc, pour construire le chemin, d'abord, je jette toutes les idées que j'ai sur le sujet. Et c'est là qu'il faut absolument pas se censurer. Je peux même jeter les idées les plus folles. OK, je vais faire venir 6 chevaux sur scène pour montrer que... Bon, dans mes conférences, ça n'a pas forcément de sens. Mais... Eh ben, OK, je l'écris. Peut-être que je trouve un autre moyen de simuler le fait d'avoir 6 chevaux sur scène. Donc, je mets tout. Une fois que j'ai tout mis, je vais voir naturellement que ça va se regrouper en différentes parties, quoi. Ouais. Je vais identifier 3 grandes parties. Ces grandes parties, je vais voir dans quelle ordre elles se mettent pour emmener mon auditoire du point A qui est non, en fait, il y a des grands orateurs et il y a des orateurs pourris. Moi, je suis un orateur pourri et donc je ne saurais jamais prendre la parole. A, non, en fait, si j'applique quelques trucs techniques, eh ben, je pourrais devenir un grand orateur, une grande oratrice. OK ? Donc, je construis ce chemin-là. Le chemin est construit. Je vais trouver le début, l'accroche. Alors, on sait que l'accroche est super importante pour toute prise de parole. Un chiffre, une question, une promesse, etc., etc., etc. Pour la conférencière, le conférencier, c'est obligatoire, quoi. Tu peux pas avoir une accroche. Bonjour, je viens vous parler. Non, ça, jamais. Donc l'accroche. La conclusion aussi, une conclusion inspirante, une conclusion qui donne envie aux gens de faire. Oh, mais oui, je vais changer, j'ai compris quelque chose. Et idéalement, qui donne envie aussi de se lever et d'applaudir pour la standing ovation, idéalement. Ça fait toujours du bien. Voilà, ça fait
Bon, alors là, j'ai mon chemin, j'ai mon début, j'ai ma fin, j'ai plein d'éléments. Je réfléchis à, tiens, quelles sont les anecdotes que je vais pouvoir glisser, quelles sont les preuves scientifiques aussi. Les publics sont toujours friands de preuves scientifiques, donc de neurosciences ou d'autres sciences. Donc, quelles sont les preuves scientifiques que je vais apporter au service de ce que je suis en train de dire. Et puis, je vais y ajouter aussi les touches d'humour, parce que quelqu'un qui fait une conférence, c'est aussi quelqu'un qui fait du stand-up. Quelqu'un qui fait du stand-up, c'est quelqu'un qui a de l'humour, donc apporter aussi, c'est pas obligatoire à 100%, mais c'est bien si on y apporte de l'humour. Bref, je vais y apporter tous ces éléments qui font de ma prise de parole aussi un niveau supérieur ou un niveau différent qui est le niveau du spectacle. Oui. C'est-à-dire qu'une conférence, c'est un spectacle avec des messages qui passent. Et puis après, il y a le fameux Kill Your Darlings. J'ai fait un post LinkedIn dessus. C'est les auteurs des auteurs américains qui reprennent tous à leur compte cette phrase-là. Kill your darlings, tuez vos chouchous, vos chéris. Ça consiste en se dire, ok, j'ai ce passage-là de ma conférence que je kiffe. Mais c'est bon ce que je fais là. Mais qu'est-ce que je suis bon. Imitation de Louis de Funès, là on est sur du... Donc c'est bon. Et oui, c'est bon. Alors d'accord, c'est bon. Et encore... c'est moi qui le trouve bon, mais est-ce que ça sert vraiment mon propos ? Est-ce que c'est vraiment au service de ce que je suis venu dire ? Est-ce que c'est pas une sortie de route ? Putain, c'est une sortie de route. Ah, ça te dégage. Ouais. Ça, c'est dur. Ouais, je vois très bien ce truc-là. Ah, j'adore. Bah non, faut que ça dégage, quoi. Ouais. Ça, j'ai vécu un peu dans les concours d'éloquence. Ah oui. Où t'as une phrase où je dis, je me kiffe à ce moment-là, j'adore ce truc. C'est une référence que j'adore ce film, personne ne le connaît, mais moi je l'adore, je vais en parler, etc. Et en fait, à la fin, tu le coupes parce que tu te fais une rêve que pour toi. Ouais. Toi, tu vas passer 30 secondes de ouf, tu vas être trop content. Et ensuite, tu vas comprendre que tu as fait un énorme bide et finalement, tu kiffes pas du tout. Donc, ça fait pas du bien, mais il faut savoir l'enlever, ce truc-là. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est courageux, hein. Ça demande de se dire, putain, faut que j'enlève. Bon, j'enlève ce truc. Donc, alors voilà. Donc là, on a construit sa conférence et tout. Allez, on la donne pour la première fois. On la donne pour la première fois, et ça veut dire qu'avant, on est passé par l'étape de la répétition. Oui. Je le fais tout seul, je le fais devant ma famille, je le fais devant un public témoin, je le fais. Comme ça, je le fais tellement qu'au bout d'un moment, tout ça, c'est à l'intérieur de moi, c'est là. Et je n'ai plus qu'une chose dont je vais me préoccuper, c'est la connexion à l'auditoire. Parce que tout le reste, je sais le faire comme je sais marcher, quoi, comme je sais boire. C'est tellement à l'intérieur de moi. Et donc, je répète, je la donne la première fois. Ça marche, super. Ça marche, mais j'ai quand même pris bien soin de m'enregistrer avec mon téléphone. Et j'ai ce petit courage aussi là de me réécouter. Ouais. Et ça, il n'y a personne qui aime. Ouais, j'ai une voix pourrie, là, j'ai pas bien articulé. Tout. On se réécoute, et là, on se dit, ça a fait mouche, je le garde. Ça a fait mouche, mais je peux encore l'améliorer. Je l'améliore. Ça... les gens n'ont rien compris. Je change ma manière de le dire. Ça, en vrai, c'est un darling. Je kill. Ouais. Et donc, je repasse dessus. Je la retravaille. Et puis, je la refais, Et c'est là que être conférencier, c'est faire du one-man show, faire du stand-up. Et justement, moi, c'est une question que je me pose un peu. Sur la formation... j'ai fait quelques mini-conférences, mais c'était vraiment pas grand-chose. C'était pas aussi travaillé que ça. C'était des commandes à chaque fois, c'est très particulier. Sur les formations, je vais être souvent sur les mêmes sujets, mais ça va toujours s'adapter au public parce que un jour, je vais être avec des commerciaux d'une boîte dans la data. Un jour, je vais être avec les ingénieurs qui doivent présenter devant les clients, les trucs comme ça. Enfin, ça va toujours changer. Les exercices vont changer, etc. Une conférence, j'ai l'impression qu'il y a un truc très répétitif où tu vas, même s'il y a sans doute des détails qui vont changer, mais finalement, il y a toute une base commune qui reste la même. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'ennuies de répéter la même chose, où tu te dis, ça fait 20 fois, 50 fois que je fais cette conférence, faut que je passe à autre chose, faut que je la refasse de zéro, ou un truc comme ça, tu vois, mais une forme de trop d'habitude, trop de répétition, quoi. Écoute, il y a des gens, oui. Et ceux-là, ils peuvent pas devenir des vrais conférenciers, parce que ça veut dire que leur conférence ne sera pas meilleure. Moi, je m'ennuie pas, non, vraiment non. Okay. Je kiffe de la refaire et de voir et d'affiner. Ouais. Et de me rendre compte que tiens, ça c'est quand même bien fichu. J'ai fait un post LinkedIn il y a pas très longtemps où je montre des films
différent de la fin de ma conférence sur la prise de parole en public et je montre que finalement je la fais quasiment de la même manière à chaque fois parce que, bam, ça marche bien comme ça et c'est comme ça qu'il faut que je fasse cette fin et si je la fais différemment, bah ça marchera un peu moins bien. Et ça moi je kiffe cette histoire de répétition et je pense que là c'est comme toute comédienne, tout comédien quoi. On peut le faire 150 fois et c'est toujours du bonheur parce qu'il y a la relation avec le public qui se fait quoi. Donc c'est toujours la même chose. Silence rhétorique. C'est toujours la même chose, mais c'est toujours différent. Silence rhétorique que j'ai respecté. Je suis resté en silence. C'est moi qui n'ai pas respecté mon silence rhétorique. Le mec, franchement. Non mais tu vois, moi c'est un truc que j'admire parce que j'envisage de mettre un peu à la conférence. T'as grillé la question que je voulais te poser. Ah merde, attends, j'en reparlerai plus tard. Non, vas-y, j'en ai plein d'autres. Mais en gros, c'est ce petit truc là où je sais pas si je serais capable. Mais en fait, je sais pas. C'est pas que je sais que j'en serais pas capable ou je sais que j'en serais capable. Je sais pas. Ouais. Et je me dis que pour l'instant, si je devais devenir comédien, tu vois, pour l'instant, mon réflexe, ça serait d'essayer de faire du cinéma, pas parce que c'est plus vu, pas parce que c'est plus grand public, etc., mais parce que il y a un truc où on joue, ok, la même scène, on va la faire plusieurs fois dans la journée, mais on va pas la faire des centaines de fois pendant des mois, etc. Et que moi, j'ai cette crainte de m'ennuyer, la lassitude. D'avoir cette lassitude de la répétition, pas dans la préparation, mais une fois que c'est prêt, je sais que je vais continuer à l'améliorer, à le peaufiner, à changer quelques détails. Je me dis au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en pourrais plus de cette conférence et je vais finir par la vomir sur scène, quoi. T'as pas d'autre choix que de tester pour savoir. Ouais, c'est clairement, ouais. Non, mais ça fait partie de mes objectifs pour 2024 de lancer au moins une conférence. Voilà. Je réfléchis encore, j'ai quelques hésitations sur le sujet, mais je vais affiner tout ça. Pour toi qui regarde cette vidéo en 2030, toujours, qui sait que mon fils m'explose de tennis, tu sais aussi quel est l'avenir de Jean Corentin. Et qu'est-ce qu'il a fait entre 2024 et 2030? Peut-être que c'est un conférencier international. Évidemment. J'étais à la Maison Blanche la semaine dernière. Si vous regardez en 2030. C'est dommage que Donald Trump ait été réélu quand même. Hein. Pour la 5e fois. Et il a changé la constitution. Voilà, c'est. Alors voilà pour cette question sur la conférence. On va passer à un exercice, mais juste avant ça, une demande qu'on m'a faite sur LinkedIn, une question de Alexis Monnier, qui m'a demandé si tu pouvais imiter Jean-Pierre Bacry avec les 4 couleurs du disque. Ah oui. Est-ce que je te mets un timing pour faire ça ou pas? Non, pas de timing. Ça marche. Alors, juste en préambule, le disque, c'est une question de comportement, de communication. Comment est-ce que je communique avec les autres? Et donc, il y a une difficulté dans cet exercice que je vais relever quand même. Il y a une difficulté, c'est que Jean-Pierre Bacry, il a sa manière à lui de communiquer et que donc, il y a sûrement des manières à lui de communiquer des manières de communiquer en fonction des couleurs qui sont éloignées de sa manière à lui. Donc, j'ai vu la question sur LinkedIn, mais j'ai pas répété. J'ai pas travaillé le truc. Alors, sinon, on peut faire autre chose si tu préfères. Moi, je suis prêt à tenter. On le fait comme ça? Ah okay. ouais, je tente. Ça je tente. Ok. Alors, Jean-Pierre Bacry en rouge. Donc, rouge, c'est le D de la dominance. C'est les gens qui sont ultra directs, sur deux, rapides, qui raisonnent en termes d'objectifs. Ok, c'est bientôt fini cette interview là, parce que ça fait au moins, je sais pas, 37 minutes qu'on est dessus. Faut que ça s'arrête. Voilà. On approche de la fin. On est à peu près à la moitié. Donc Jean-Pierre Bacry, il a assez naturellement ce côté rouge. Il a aussi le côté jaune. Le côté jaune, c'est l'influence. Donc c'est des gens qui sont très théâtraux dans la communication, dans la spontanéité, qui se permettent des sorties de route, qui font des blagues et tout. Et il l'a aussi, on le voit parfois en interview. Non, mais c'est quoi le plan là? Franchement, Janco, je peux t'appeler Janco quand même. Mais bien sûr que je peux t'appeler Janco. Tu m'as même pas mis des petits croissants. J'aime bien moi les petits croissants là, avec un petit apéro discret comme ça. Ça peut se faire. Donc là, on a notre Jean-Pierre jaune. Alors là, c'est parce que c'était les plus faciles. Mais après, t'as le vert de la stabilité. Donc c'est des gens qui vont être arrangeants, calme, attentionné. Pour qui ce qui va être important, ça va être l'harmonie. Et là, on va voir ce que ça va donner un Jean-Pierre Bacry vert. Jean Corentin, j'espère est-ce que tu vas bien déjà? Très bien, très bien. Ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est très important pour moi que tu es bien. Chaque fois, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que t'es beau, quoi. C'est incroyable. Ça me touche. D'être avec toi aujourd'hui, enfin, vraiment. Ça, tu vois, on sent que c'est moins. C'est moins, ça m'a donné si, je le vois quand même sur certains rôles. Ah ouais. Où il est un peu plus comme ça, un peu plus dans l'intendresse. Peut-être dans le goût des autres, un petit peu à certains moments. Oui, c'est vrai.
Il est touchant dans le goût des autres. Oui. Ouais. Et puis il y a le bleu. Le bleu, c'est le C de la conformité. Donc là, ce sont des gens qui sont très analytiques, très précis, très détaillés, qui sont plutôt discrets, qui sont plutôt réfléchis, qui n'ont pas forcément d'appétence pour le fait d'être en groupe et qui aiment bien le comment, les process, comment est-ce qu'on fait les choses pas à pas. J'apprécie énormément, Jean-Corentin, que tu m'aies envoyé le déroulé pas à pas de cette interview. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus minuté, que tu me dises concrètement à quelle minute nous allons passer du sujet A au sujet B. Et si tu avais pu m'envoyer toutes les questions à l'avance, je reconnais que ça aurait satisfait mon besoin de rigueur. Très bien, j'ai pensé pour la suite. Alors, je précise que j'envoie jamais les questions à l'avance. Et je précise, je ne les aurais même pas lues. Excusez-moi, mais j'ai pas que ça à foutre. Alors, c'est marrant, effectivement, sur le dernier, on sent que c'est à des kilomètres de la personnalité. C'est pas lui, hein. Et donc, on le sent moins, effectivement. Oui. Mais tu vois, sur les trois autres, je trouve qu'on le sent. Ouais. Il y a une présence Bakri qui est là. Ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que nous avons les 4 couleurs en nous, que nous en avons souvent une qui domine, 2 qui dominent, parfois 3, et que oui, souvent on en a une qui est quand même un peu moins accessible pour nous. Mais on a les 4 comportements en nous et on va adopter l'un ou l'autre aussi en fonction des circonstances. C'est pourquoi on ne devrait jamais utiliser la formule « Ouais, mais moi je suis jaune ». Moi je suis jaune, faut pas commencer à me casser la tête avec tes comptes rendus, quoi. Ou moi je suis vert, essayer de pas changer ma plante de place. Tu vois, on doit jamais dire je suis. On doit dire moi mes dominantes c'est jaune-vert, mais mon rouge, mais c'est un peu plus long à dire, quoi. Ouais. Mais c'est bon, je suis en train de lire le bouquin de Thomas Dansembourg sur la communication non violente. Ah oui. Et il parle un peu de ça aussi, d'une forme de dualité qu'on essaye d'imposer dans plein de choses, de formules d'étiquette qu'on essaye d'imposer. On serait soit littéraire, soit bricoleur, ou soit scientifique, soit littéraire, soit etc. Alors qu'en fait, on peut très bien être les deux. On va peut-être plus s'épanouir, peut-être être meilleur dans un domaine, mais ça n'empêche pas d'être littéraire. Il y a des très grands scientifiques qui sont aussi des très grands littéraires. Et je trouve ça intéressant, effectivement, de se dire que c'est intéressant de comprendre ces dominantes, de comprendre ce qui est de plus fort chez nous, mais que ça n'exclut pas le reste. Et en fait, tout est dans la nuance, dans tout ça. Oui, c'est ça. C'est un modèle, donc c'est réducteur. Ça ne décrit pas à 100% notre personnalité, et heureusement. C'est un outil dont on peut se servir. Et c'est tout. On va passer à un exercice, l'exercice habituel, la minute, question de rapidité. Est-ce que tu es prêt ? J'ai déjà répondu à une question. Oui. Très bien. Ton orateur préféré ? Barack Obama. La personne que tu préfères imiter ? Fabrice Lucchini. Le livre que tu as le plus lu ? Je n'ai jamais lu un livre plus... Si, un Astérix. Astérix Légionnaire. L'étape la plus importante de ta vie ? Le changement de carrière d'ingénieur en informatique à ce que je fais aujourd'hui. Le pire conseil qu'on t'ait donné ? Le fait de l'informatique. Désolé papa, désolé maman. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Le meilleur conseil qu'on me... Arrête de faire l'informatique. Ah ouais, voilà, c'est ça. Mais je me suis donné tout seul. Mais allez, ça passe. Arrête de faire l'informatique. Je vais battre leur corps. Ta plus belle rencontre en 2023 ? En 2023, ma plus belle rencontre. Je sais plus. Je sais pas. Je sais pas. La plus belle rencontre de ta vie ? C'est ma femme, Évidemment. Christelle. La personne que tu aimerais rencontrer en 2024 ? Alexandre Astier. Je sais qu'on en parle beaucoup chez toi. Ouais, j'adore. Le disque que tu préfères ? Dans le sens que tu veux. Le disque que je préfère, ça va être un vieux disque de Goldman. Bravo. Alors t'as fait 9 questions. Ouais, mais il y en a une sur laquelle j'ai séché comme un glandu là. Hein. Non, franchement, ça allait. Alors moi, il y en a une que je voulais rajouter quand même, que j'aime bien. Le discours de film que tu aimes, que tu aimes le plus. Le discours. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y a évidemment celui de Charlie Chaplin dans Le Dictateur, quand il prend la place du dictateur et qui fait un beau discours humaniste. Et j'aime beaucoup aussi. J'ai revu récemment Le Prénom avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, etc. J'ai vu la version filmée de la pièce. Je l'ai vu. C'est passé pendant les vacances. Là. J'ai regardé ça avec mes enfants, ma femme, ça. Et donc, il y a un discours de Valérie Benguigui à la fin où elle dit son ras-le-bol de s'être occupée de tout le monde dans sa famille depuis toujours et tout. Et c'est un très beau discours. C'est un discours qui est assez émouvant et assez touchant. Ouais. J'essaierai de voir du coup la pièce, parce que j'ai vu que le film. Ouais, c'est très proche. Hein. C'est un tout petit peu plus long la pièce, mais voilà. Ok. Ah, plus long ? Ouais, la pièce est plus longue, ouais. Ah ouais, ok. C'est marrant. Souvent, c'est plutôt l'inverse. Ouais, mais là, non, je crois. Ok. C'est une bêtise. Vous vérifierez les gars de 2030. Ça marche. Alors, j'avais pas du tout vérifié le timing parce qu'en fait, je pensais qu'on était
plutôt que ça. En fait, D'accord. c'était passionnant, donc j'ai pas eu le temps passer. On a débordé. Donc on va passer tout de suite sur la suite. Allez. Je vais pas trop avoir le temps de revenir dessus malheureusement. Ok. Mais on va passer donc tout de suite à la partie 4, l'interview inversée. Ah. Donc là, hop, je vais remettre un minuteur. Parce que sinon, pareil, je me laisse dépasser. Et donc tu as 5 minutes pour me poser toutes les questions que tu veux. Ok, c'est parti. Alors déjà, moi j'ai une question. Est-ce que tu as une pratique artistique? Une pratique artistique, alors plus ou moins. Ah, vas-y. J'ai des périodes où j'écris. Ok. Et j'écris un recueil de nouvelles depuis, ça doit faire pas loin de 10 ans. T'en as combien? J'en ai pas tant que ça. Ok. J'en ai pas tant que ça. En fait, il y a des périodes où j'écris beaucoup. Et ensuite, les périodes où je vais plus du tout écrire, là, ça doit faire 2 ou 3 ans que j'ai pas écrit. Donc c'est vraiment ça. Il y a pendant 1 an, je vais énormément écrire. Puis je vais plus du tout écrire. Enfin, en tout cas, sur ces nouvelles, sur ces projets-là. Et du coup, quand je reprends, je recommence par tout relire. Ouais. Vu que j'ai avancé dans mon fonctionnement, dans ma mentalité, etc., je trouve que tout est nul. Et donc je reprends tout ça. D'accord. Et donc ça avance pas beaucoup. Ah. Et un jour, j'aimerais bien me bloquer peut-être 1 mois pour me dire, allez, là, je reprends tout une bonne fois pour toutes. Je mets tout à plat, je finis ce recueil de nouvelles. Et puis on verra si je le publie ou pas. Mais ouais, je pense que c'est une des rares activités. Avant, je faisais du chant choral aussi. Ah. Mais Voilà. il y a quelques années. Parce que donc dans pratique artistique, tu m'as donné une pratique écrite et c'est marrant parce que je n'y avais pas pensé. Est-ce que ce travail d'écriture, est-ce que tu le montres ou est-ce que pour l'instant il n'appartient qu'à toi? Alors, avant, je le montrais à des nanas pour draguer. Oui. Et là, ça t'as vu, marchait ça ne bien. marchait pas. Si, ça marchait pas trop mal. C'est pour ça qu'il faudrait que je finisse ce recueil. Ma chérie, ne regarde pas ça. Ma tendre épouse. Non, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'écris plus, c'est que maintenant je suis marié, j'ai plus besoin C'est de ça, draguer. plus besoin de pécho. Mais non, je le montrais un peu. Si je le montrais à des amis aussi de temps en temps. D'accord. Notamment, je le fais un peu moins, ça même beaucoup moins. Je faisais un petit peu de poésie pendant un moment. Et j'avais un coloc où un très bon coloc. On était à Lille pendant 1 année ensemble. Et lui aussi écrivait beaucoup, il faisait aussi de la peinture. Et en fait, très souvent, on passait des soirées où on picolait un peu. C'était pas pour se foutre une tôle, hein, mais on se servait un petit apéro, il y avait toujours un cubit blanc, on se servait des kirs. Et on se mettait chacun à une table, on écrivait, et puis à certains moments, on allait montrer à l'autre ce qu'on avait fait, ce qu'on avait écrit, etc. J'avais adoré cette période-là, parce que je trouvais ça très riche en termes de créativité. D'avoir quelqu'un où on se nourrissait mutuellement, Ouais, c'est on le se ping-pong, bloquait. quoi. Ouais, exactement, et on se faisait retravailler, on acceptait volontiers les critiques de l'autre, Ouais. et donc ça permettait vraiment de travailler et d'améliorer tout ça. Ouais, j'entendais Cadet Olivier aujourd'hui à la radio et il disait si vous voulez progresser, trouvez-vous un binôme. Ouais. Et donc c'est un peu ça cette idée. Alors en fait, pourquoi je te pose cette question, c'est parce que je cherche le lien maintenant finalement ce qui a pu t'amener à vouloir aider les autres à progresser en prise de parole en public. Alors que finalement, toi, t'as pas fait tant de scènes que ça, sauf en chant choral, tu m'as dit ça. En chant choral et après, alors à la fac, mais ça c'était bien après, à la fac j'avais un spectacle de fin d'année où je me suis retrouvé à imiter Claude François. Ah, dans toi aussi des- tu es imitateur. Ah, il le dit pas trop, mais... Il y a que Claude François que je peux faire un petit peu. C'est vrai, faut que je me le remette en tête avant d'y aller. Surtout, faut chanter parce que personne n'écoute Oui. Claude François qui parle. Voilà, quoi. c'est pour ça que c'était raté. C'est la seule et unique raison. Non, et j'avais juste fait ce petit truc-là et puis quelques petites scènes, des petits trucs un peu drôles, mais c'était un spectacle satirique de la fac, ce qui était assez drôle. On se marrait bien à le préparer surtout. Ouais. Mais non, après des concours d'éloquence, mais c'est à peu près tout. D'accord. Et concours d'éloquence, t'as découvert ça par hasard ou est-ce que tu t'es dit ah mais c'est ça, j'ai envie de faire ça quoi. En fait, d'abord j'en ai créé. Ah. J'ai d'accord. d'abord été organisateur. D'accord. J'ai créé un concours d'éloquence à la fac de droit d'Aix-en-Provence, qui existe encore d'ailleurs, le concours Démosthène. Et puis j'en ai recréé, enfin j'ai participé à la création d'autres concours d'éloquence. Ensuite je suis revenu à Aix-en-Provence, j'ai participé au concours, puis j'ai participé à d'autres concours d'éloquence après ça. D'accord. Et donc finalement, quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'aider les gens à prendre la parole en public alors que finalement ton ADN n'est pas là quoi, je dirais enfin de ce que je comprends. Ben en fait, j'ai jamais fait de théâtre à proprement parler. Ouais. Je pense que ça m'aurait beaucoup plu, Ouais. mais simplement l'idée n'est pas venue. Je pense que c'est juste ça. Sinon, je pense que ça m'aurait beaucoup plu. Mais alors Faudrait que je me mette. pourquoi le conditionnel? Ça m'aurait Ouais. plu.
Le conditionnel, parce que déjà c'est galère de gérer mon activité. Non, en fait, je pense qu'on trouve toujours le temps quand on veut. Je pense que je m'organise pas assez pour ça. Le temps, c'est quelque chose qu'on prend. Ouais, c'est pour ça, mais je m'organise pas assez pour ça. Je pense que ça vient surtout de là. Et après, pourquoi cette volonté d'aider les autres ? Parce que je l'ai fait un petit peu dans des concours d'éloquence où je terminais, notamment un concours où j'ai terminé en quart, demi-finale, je sais plus. Et j'ai rencontré un autre candidat pendant le concours avec qui on s'était super bien entendu, qui lui est allé jusqu'en finale. Donc je l'ai accompagné jusqu'en finale. Et en gros, on a bossé à deux sur son discours de finale. Okay. Et j'ai adoré ça. De me dire, ok, c'est pas moi qui vais être sur la scène, c'est pas moi qui vais avoir les applaudissements. Quoi qu'il arrive, moi je vais pas gagner, je vais être derrière en fait, on va pas me voir. Mais ça me dérange pas. Parce que de voir l'autre réaliser ça, c'était un énorme kiff. Ouais. J'ai adoré ça. Et en fait, je retrouve ça maintenant dans les formations que je donne, dans les gens que je coach ou dans les formations de groupe que je donne. Quand j'ai des retours après de personnes qui me disent là j'ai cartonné, ou quand je vois moi-même le changement chez la personne, j'adore ça. C'est un kiff énorme. Et donc j'ai eu envie de continuer ça. C'est aussi pour ça qu'avant ça, d'ailleurs, j'ai accompagné des politiques. C'était mon métier avant. J'étais collaborateur parlementaire et conseiller communication d'un président de département. Et j'aimais bien ça. Là aussi, c'est pas moi qui prenais les décisions, c'est pas moi qui étais mis en avant, qui apparaissait dans les médias, qui faisait tout ça. Mais je voyais quand même les réalisations de ce que je faisais. Et j'aimais beaucoup ça, et donc je me suis vraiment mis uniquement sur la partie discours après. Et j'adore ça. Le meilleur retour que j'ai, c'est quand j'entends quelqu'un qui me dit « Ah ouais, là, depuis entre deux séances, là déjà, j'ai eu une prise de parole, et il y en a plein qui sont venus me voir après pour me dire qu'il y a un truc qui avait changé, etc. » Ça, c'est le meilleur retour que je puisse avoir, parce que ça montre que ça fonctionne, ça me plaît de voir que ça fonctionne. Et moi, c'est ça qui m'enrichit. C'est de voir les autres avancer. Ah, c'est beau, c'est beau. Ouais. C'est une passion. Mais je pense qu'on peut pas faire ça si on n'a pas ça dans le cœur. Je vois certains formateurs qui le font par ego pur, c'est-à-dire qui adorent parler et qui le font parce qu'ils savent le faire et que c'est une manière de gagner leur vie avec ça. J'aime bien parler aussi, j'aime bien prononcer des discours, c'est un plaisir de le faire. Mais pour moi, c'est deux choses totalement différentes. C'est de former et savoir bien parler, c'est deux choses très différentes. Et je prends autant de plaisir dans l'un que dans l'autre. Et quand on prend du plaisir que dans l'un, il faut faire que celui-ci. Il faut pas faire l'autre. C'est deux choses différentes et c'est pour ça que la conférence me plaît, parce que ça nourrira un autre plaisir. Et je le prends vraiment comme deux activités très différentes. Peut-être que toi aussi, d'ailleurs, je sais pas comment tu le perçois. Oui, il y a des points communs, parce que quand j'anime en formation, effectivement, j'ai ce bonheur absolu de quand quelqu'un progresse, quand il y a un truc en 3 minutes, tu passes de là à là, c'est hyper gratifiant. Et en même temps, j'aime bien aussi faire passer les messages en faisant un peu le show, quoi, tu vois. Et les gens aiment beaucoup ça aussi. Donc, je place des éléments de ma conférence finalement dans une formation aussi. Et c'est un peu le mix des deux qui fait que les gens repartent contents. C'est parce qu'ils ont été super actifs. Parce que moi, 0 PowerPoint en formation en prise de parole. C'est pareil. Et ben voilà, et puis ils ont été super actifs. En même temps, ils ont passé un bon moment avec moi. Ils m'ont trouvé sympa, ils m'ont trouvé cool. Ouais, mais ça, c'est un peu la même chose. J'ai la même chose. J'essaie quand même de m'éclater en formation, de me marrer un peu, de faire marrer les gens. De toute façon, on retient mieux quand on passe un bon moment. Bien sûr. Le cours que j'ai le plus retenu, je pense, de la fac, c'est un prof qui nous faisait marrer, qui était passionnant, qui avait une connaissance de dingue sur son sujet, mais qui en plus nous faisait marrer. Le mec nous racontait l'histoire constitutionnelle et il nous racontait l'histoire de la pompe funèbre. Vous irez voir, pour les plus coquins d'entre vous, le président Félix Faure qui est mort. Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui, sa connaissance est partie par l'escalier. Voilà, exactement. Et donc il y avait ce mélange de trucs purement historiques. Alors, en plus, j'adore l'histoire, mais de connaissances et de bons moments. Et les deux ensemble, c'était génial. Et c'est ça qui fait que j'ai retenu. Et c'était en 2009. Donc plus de 10 ans plus tard, presque 15 ans plus tard, c'était le professeur Guy Vontian, malheureusement qui nous a quittés, mais qui était passionnant et qui, je pense, passionnait la totalité de l'amphithéâtre. C'était un des rares cours où il y avait vraiment l'amphithéâtre rempli parce que c'était un bon moment, parce qu'on apprenait des choses et qu'on aimait assister à ce cours-là. Donc j'essaye de... La meilleure preuve de un cours, c'est une prise de parole, et une prise de parole, parce que franchement, moi, au collège, au lycée, j'ai l'impression que j'ai eu des profs d'histoire géo, d'histoire, il n'y en a pas un qui a réussi à m'accrocher, quoi. Et je regrette ça, parce qu'aujourd'hui, j'aime bien l'histoire, mais les profs, désolé, vous n'avez pas réussi. Bah pour le coup, alors, ça dépendait des profs, mais de base, j'étais passionné d'histoire, donc en fait, si j'avais pas un prof intéressant, j'allais me trouver des bouquins. T'allais faire... Ouais, je regardais des trucs à côté.
Je passais mon temps à ça. J'ai toujours adoré l'histoire. Et quand même, une question de Thierry Ardisson pour toi. Allez, vas-y. Bon, Boxer. franchement, alors, bon, Jean-Corentin Poisson, c'est pas un nom à la con pour réussir, franchement. Alors, je vais te dire, j'adore mon nom de famille. J'adore mon nom de famille. Alors, il y a plein de trucs en plus assez drôles. Alors déjà, mon grand-père était commissaire maritime. Ok. Mon père était administrateur des affaires maritimes. C'est génial. Mon frère était officier de marine. Ah oui, bon là... On a pas mal d'humour là-dessus dans la famille. Hein. On en fait nos boulots, on continue, y a pas de souci. Et ce que mon père ne savait pas, donc dans son métier, il travaillait beaucoup avec les pêcheurs. Moi, je suis né en Bretagne. Et Saint-Corentin, il savait que c'était un saint breton, mais il connaissait pas toute l'histoire. Et ça a beaucoup fait marrer les pêcheurs du coin quand ils ont appris que le fils de l'administrateur s'appelait Jean-Corentin, que le fils de l'administrateur Poisson s'appelait Jean-Corentin. Parce que Saint-Corentin, c'est un évêque qui a évangélisé la Bretagne, mais surtout qui a multiplié les poissons dans l'Odé, qui était le truc qui était juste à côté. En fait, ton nom, c'est un pléonasme, quoi. Exactement. Écoute, moi, on m'a appelé Saumon, Aumont Saumon pendant toute ma scolarité. Donc voilà, je me sens proche, au final. Voilà. Mais non, mais en plus, moi, ça me fait marrer. Franchement, je rigole beaucoup de mon nom de famille. J'ai aucun souci avec ça. J'ai plus de mal quand j'étais plus jeune. Ouais, j'imagine. Aujourd'hui, les enfants sont cruels. Ouais. Mais c'est même pour ça que j'ai appelé ce podcast la bulle rhétorique. C'est une référence la bulle du poisson silencieux avec la bulle. Voilà, tu vois. Attends, j'avais pas vu ça. Ça bosse, hein. Mais tu vois, c'est le truc caché, quoi. C'est le petit truc en plus. On arrive presque à la fin. On va faire un peu plus court que ce qu'on avait prévu sur ta carte blanche. Ok. Je te propose qu'on la fasse en 5 minutes. Ouais. Top chrono. Et après, on passera très vite sur la conclusion pour éviter de trop dépasser. Ok. Parfait. Moi, je voudrais quand même revenir sur cette question de l'authenticité. Il y a des mots comme ça qu'on lit partout sur LinkedIn, notamment. C'est le mot bienveillance, qui a perdu un petit peu de sa superbe, et le mot authenticité, avec le mot humain aussi, remettre l'humain au cœur de machin, tout le monde. Ouais. Et alors, ce mot authenticité, il est souvent confondu avec le naturel. Et voilà, revenons-y dessus en 5 minutes. Yes. Si on est à la machine à café et qu'on papote et que je veux te parler de mon week-end, je vais sans doute être naturel avec mon café à la main. J'ai fait un truc de dingue ce week-end. Écoute, j'ai été pêcher le mec qui s'appelait Poisson. Attends, c'est un truc. Bref, voilà, je te raconte mon truc. Bon, si je vais de la même manière sur une scène pour, en tant que conférencier, raconter mon histoire. J'ai fait un truc de dingue ce week-end. J'ai vu la mer et un mec qui s'appelait Poisson. Les gens, c'est bon, ils vont s'endormir. Et pourtant, je suis naturel. Donc, le conseil, sois naturel et puis c'est tout, ça passe pas. Bon, les gens peuvent comprendre ça, que si on est juste naturel sur scène, c'est compliqué. Mais souvent, ils disent, d'accord, mais dans ce cas-là, sois authentique. Et là, je suis embêté avec cette notion d'authenticité, parce que des fois, on dit sois authentique, et les gens pensent qu'on leur dit sois naturel. Et donc, ils arrivent, je suis devant 57 personnes. C'est beaucoup, 57. Faut que je sois naturel. Ah, j'ai des bras. Qu'est-ce que... sois naturel avec tes bras. Hop, voilà. Fais comme si t'étais normal. C'est bon, je suis normal. On se préoccupe jamais de ses bras dans la vie. Mais boum, d'un coup, on est bon. Donc sois naturel, ça marche pas. Donc sois authentique, ça marche, mais il faut comprendre ce que ça veut dire être authentique. Moi, je considère que une oratrice, un orateur va être authentique si son corps, sa voix, ses mots servent le même but, servent cette même intention. Alors là, on va y voir, nous, en tant que spectateurs, de l'authenticité. Et si en plus, cette intention qui est portée est alignée avec les valeurs de l'oratrice ou de l'orateur, alors là, c'est encore plus authentique parce que on est aligné. Donc, congruence et alignement je viens de découvrir un truc, quoi. J'avais pas prévu de le dire comme ça. Mais prochain post LinkedIn, congruence plus alignement égale authenticité. Ouais, moi ça j'avoue que l'authenticité c'est un terme que j'emploie pas parce que justement je le maîtrise pas. Eh oui, on est embêté. Et donc comme tu disais, pour moi, c'est vrai que c'est intéressant la façon dont tu le décris, mais j'avoue que j'ai pas grand chose à dire sur ce sujet. Sur l'authenticité. Ouais, parce que si on dit, ok, cette table, elle est authentique. Ouais, c'est ça. Bon, elle est authentique, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est effectivement... Elle est faite de la matière qui la compose. Mais si on dit, ce meuble Louis XVI est authentique, ça veut dire qu'il date authentiquement de l'époque de Louis XVI. Et comme tu es passionné d'histoire, tu vas me redire, du coup, les années de Louis XVI. Oui, 17e siècle. Voilà. Oui, ouais.
16, À peu 16 près. on disait, oui, ça, voilà. Entre 15 et 20e siècle. Voilà. Et donc là, ok. Donc peut-être que l'authenticité, c'est l'authenticité par rapport à un critère. Oui. Et que donc finalement, il faut d'abord définir un critère pour dire, ok, cette personne est authentique. Authentique par rapport à quoi? Bah moi, je considère qu'une personne est authentique si ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle pense. Bah si ce qu'elle dit est vraiment ce qu'elle pense, alors pour moi, elle est authentique. Mais si le voisin Oui, c'est à ça. côté dit, bah moi, je considère que cette personne est authentique si si elle ne dit pas de gros mots. C'est bizarre comme définition Oui. d'authenticité. Eh ben écoute, elle est authentique. Ouais, je comprends. Mais C'est à creuser. Ouais, mais c'est un vaste sujet. Comme tu dis, on pourrait faire un truc entier là-dessus. Ouais. C'est un énorme sujet. Mais je vais quand même revenir sur un autre truc que tu as dit au début, sur la bienveillance. Ouais. C'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi. Ça fait partie, je pense, des deux mots qui sont les plus galvaudés Ouais. sur LinkedIn, dans notre domaine de la prise de parole, etc. Et en fait, moi, je le redéfinis toujours à chaque début de formation. Pour moi, la bienveillance, en gros, c'est pas simplement de dire des gentillesses. Sinon, on dirait juste soyez gentils. Exact. Ne dites que des choses positives. Il y a plein d'autres manières de le faire. Si on a un terme, il a un sens et il a une utilité. Et pour moi, la bienveillance, c'est d'avoir l'intérêt de l'autre en tête. Ouais. Et l'intérêt de l'autre, c'est pas de le flatter. Ouais. Sinon, il bouge pas. Sinon t'es pas authentique. Exactement. Oh la vache! Sinon, t'es pas authentique. Bah. Mais en gros, je leur dis ça. C'est la bienveillance, ça veut dire ayez l'autre en tête. Soyez empathique dans les critiques que vous allez faire. Je vais vous demander de faire des critiques constructives. Ça veut pas dire dites qu'il est nul. On va pas poser de jugement comme ça, mais dites sur tel point c'était génial, sur tel point ça pourrait être intéressant que tu le fasses comme ça. Et pour moi, être bienveillant, c'est dire ce qui est bien et dire ce qui peut être amélioré. C'est dans ce sens-là que je l'entends. Et je pense qu'il faut vraiment l'entendre comme ça, parce que la bienveillance de c'était trop bien, c'était génial, c'était parfait, y a rien à améliorer. Ouais, ok, bon, bah, alors du coup, moi je sers à rien, parce qu'apparemment vous êtes tous parfaits, mais pourtant ça marche pas quand vous parlez, et vous exprimez un besoin de vous former. Donc j'aime bien ta formule, hein. Ayez l'autre en tête, quoi. Ouais. Et finalement, c'est la définition de l'empathie. L'empathie, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre, capable de comprendre le monde de la même manière que l'autre, en tout cas de le comprendre avec les yeux de l'autre. Et la bienveillance, c'est encore plus que l'empathie, parce que c'est être capable de comprendre le monde de l'autre et donc faire en sorte qu'il puisse s'améliorer dans ce monde de la manière dont il le comprend. Ouais. On va arriver à la conclusion. Je te coupe un peu vite parce qu'on Ah ouais, arrive non, vraiment. mais là, je reste sur des. Pouf, du coup. Ouais, là on est pris par le timing. Désolé. Mais en tout cas, merci beaucoup Merci à toi. d'être venu ici. J'étais vraiment ravi de t'accueillir. Ravi également. Pour te retrouver, le plus simple sur LinkedIn, ce qu'il y a ailleurs. Sur LinkedIn et sur mon site pascalomo.fr. Parfait. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la Excellent. description. C'est formidable. Éventuellement, est-ce que tu aurais une idée d'invité pour un prochain épisode? Invite. Ah tiens, si tu veux développer sur la prise de parole beaucoup, invite Eric Bas. Oui. Eric Bas, il a écrit 71 bouquins sur la prise de parole. Je les ai tous à la maison. Il y a une bibli entière qui lui est Mais dédiée. il faut 4 vies pour les lire. Je sais pas comment est-ce qu'il les écrit. Donc ouais, il aura tellement de choses à dire sur d'autres sujets, un peu notamment sur la construction, tout ça. Ouais. Très bonne idée. Je note pour un prochain épisode. Là, j'ai déjà mes 2 prochains invités qui sont bookés. Il y a du très très lourd qui arrive. Vous en saurez plus très bientôt, notamment si vous me suivez sur LinkedIn, puisque là, vous pouvez poser des questions. C'est comme ça qu'il y a une question d'Alexis Lemonnier, qui t'a été posée aujourd'hui. Ensuite, vous pouvez nous dire en commentaire si vous avez des questions, des avis, des suggestions, même des propositions d'invités pour des prochains épisodes. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires. Moi, ça m'encourage à continuer. Et puis, c'est aussi sympa pour les invités qui aient un peu de retour sur tout ce qu'on fait ici. Et bien sûr, ne vous abonnez pas. C'est la meilleure façon de louper les prochains épisodes. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour ceux qui seront là. Et ciao!